Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 10 juillet, voici les titres. Dénouement heureux en Thaïlande. Les sauveteurs sont parvenus à extraire les 12 enfants et leur entraîneur de foot de la grotte où ils s'étaient retrouvés piégés il y a plus de 2 semaines. Un exploit dû au courage et à la volonté des héros. Dramatique incendie à Pau la nuit dernière. 5 personnes, 2 couples et un enfant sont morts. La piste du drame familial est privilégiée par les enquêteurs. Une dispute aurait mal tourné et aurait viré au massacre. À peine rendu public, le prochain calendrier scolaire pose déjà des questions et ne fait pas l'unanimité chez certains parents et professeurs. La raison, les 11 semaines continues d'école entre les vacances de Pâques et les vacances d'été pour la zone B, une période de cours trop longue et trop fatigante pour les enfants. Explication. Les fans de jeux vidéo l'attendaient avec impatience. The Crew 2 est sorti. Ce jeu de voiture spectaculaire se déroule aux États-Unis et a été conçu en France à Lyon. Reportage dans les coulisses d'un blockbuster. Et puis à la fin de ce journal du cinéma, avec la sortie demain de L'école est finie, la nouvelle comédie d'Anne de Pétrigny entraîne une professeure d'anglais très urbaine à la campagne. Une mutation qui va se transformer en une aventure initiatique. On commence ce journal avec ce message. Allez les Bleus, bien sûr. C'est donc ce soir que l'équipe de France va jouer sa place en finale de Coupe du Monde et le pays tout entier va vibrer dans ce match. Les Bleus et les Diables Rouges vont tout donner dans les campings, les bars, devant les écrans. Les supporters sont plus que jamais derrière leur équipe. Reportage Chloé Michelon, Victor Bastard, Céline Durchon et Pauline Bensassi. Aux âmes citoyens. L'hymne sonne un peu faux, mais la ferveur est vraie. Marchons, marchons. On n'a que des voisins belges ici, on est les seuls Français entourés de Belges. Donc faut bien se débattre aussi et montrer qu'on est là, quoi. Dans ce camping, le match a commencé tôt dans la journée. Vacanciers belges comme français se sont grimés, échauffés, chacun sûr de l'emporter. 3-1 pour la France. 2-1 pour moi pour la France. Allez les Bleus. 2-1 pour moi la Belgique. 27-10. Une trentaine d'écrans géants ont été installés un peu partout en France, comme ici à Montpellier. Ah, c'est plus sympa quand même, il y a plein de monde partout, c'est la fête. Parmi les quelques 5000 personnes attendues ici ce soir, se sont glissés quelques Belges. On est en vacances dans le coin, donc on s'est dit comme les pays sont un peu voisins, amis, donc on n'a aucun souci avec ça. On espère être bien reçus, un accueil chaleureux apparemment derrière nous. Donc c'est pas... Et vive la Belgique! Que le meilleur gagne! Que le meilleur gagne, c'est aussi la phrase du jour à Gagny-Chaussée, cette petite ville posée sur la frontière franco-belge. Ici, 800 Français et 400 Wallons cohabitent. Je suis française, mais je travaille en Belgique, donc je suis pour les deux équipes. Les Belges, les Français, on est vraiment... c'est l'amitié qui compte avant tout. Du moins jusqu'à un certain point. C'est la Belgique qui va gagner. Ah, et c'est la France aussi. La France. Non. Pour l'heure, une seule certitude, ce soir, ce sont les tricolores qui gagneront. Ça va être le feu! Reste à savoir lesquels. Le jour de gloire est arrivé! Allez, direction la Thaïlande à présent avec l'énorme soulagement pour les familles des 12 enfants et de leur entraîneur de foot pris au piège depuis plus de 2 semaines dans une grotte à la frontière avec la Birmanie. Après une opération hors norme, les sauveteurs héroïques sont parvenus à tous les exfiltrer et les ramener à l'air libre. Récit signé Lionel Gendron. Enfin, les sauveteurs peuvent chanter victoire, sourire et faire la fête. Tout le monde est sain et sauf. 5 hélicoptères ont donc décollé aujourd'hui vers l'hôpital. Les 5 derniers rescapés, 4 adolescents et l'accompagnateur. Épilogue heureux pour la jeune équipe de football réfugiée et bloquée dans cette grotte depuis le 23 juin. 18 jours que la Thaïlande et une partie de la planète ont les yeux rivés sur la grotte de Tham Luang. La première preuve de vie, il y a 8 jours, avec cette vidéo enregistrée par des plongeurs britanniques. How many of you? 13. Brilliant. Une mobilisation internationale, des dizaines de sauveteurs ont plongé, creusé, transporté de l'oxygène. Un ancien commando marine est mort au cours d'une de ces opérations. Il a manqué d'oxygène sans que l'on sache pourquoi. Cet après-midi, les sauveteurs étaient émus en repensant à ce qu'ils ont vécu. Le moment le plus incroyable, c'est le jour où nous les avons localisés et qu'ils étaient tous ensemble. On était tous très heureux. Dans cette ambulance, le dernier adolescent exfiltré de la grotte, ainsi que l'entraîneur de l'équipe de football. Les autorités auront sans doute beaucoup de questions à lui poser. Et la première, pourquoi ont-ils avancé si loin dans la grotte ?
Tous les rescapés sont dans cet hôpital où ils passent une série de tests médicaux. Les premiers sortis de la grotte il y a 2 jours commencent à s'alimenter normalement. Pour l'instant, tous ont été éloignés et protégés des journalistes. Il n'y a aucune image depuis leur sortie. Les voir autrement qu'en photo ou coincés dans cette grotte, ce sera sans doute un moment émouvant pour les Thaïlandais. Au Japon, le bilan des inondations s'est encore alourdi. Il est désormais de 156 morts et de 60 disparus. Les secours tentent de retrouver des survivants sous les décombres et sous une chaleur étouffante après les pluies torrentielles qui se sont donc abattues sur l'ouest de l'archipel. Par endroits, il est tombé jusqu'à 1 mètre de précipitation. Les autorités avaient ordonné le déplacement de 2 millions de personnes. Aux États-Unis, un nouveau juge conservateur fait son entrée à la Cour suprême. Hier, Donald Trump a nommé Brett Kavanaugh comme 9e membre de la plus haute institution de justice du pays. Avec ce nouvel entrant, la juridiction chargée de veiller à la constitutionnalité des lois compte une solide majorité de 5 membres conservateurs contre 4 progressistes. Sa nomination doit être confirmée par un vote au Sénat. Une telle majorité à la Cour suprême donnerait encore plus de gages aux conservateurs partisans de la peine de mort et des armes à feu et anti-avortement. Et puis un mot sur nos amis de Reporters sans frontières. L'association vient de publier son nouvel album en faveur de la liberté de la presse dans le monde. Pour ce nouvel ouvrage, RSF a choisi des images de J.R., l'artiste photographe français, est très engagé pour la liberté. Il a déployé ses portraits monumentaux partout dans le monde, de la frontière mexicaine à Bethléem, en passant par les favelas du Brésil ou Nairobi au Kenya. Retour en France, l'horreur à Pau. Les corps de 5 personnes, 2 couples et un enfant ont été découverts dans un incendie d'un appartement du centre-ville. La piste du drame familial est privilégiée par les enquêteurs. L'année dernière, une dispute aurait tourné au massacre. Christophe Huette et Irène Candel. Dans la cour de l'immeuble, au fond de ce passage, des tentes ont été montées pour disposer les corps à l'abri des regards. À 6h40 ce matin, des voisins appellent les secours pour un incendie au premier étage de cet immeuble côté cour. Détail troublant, ils auraient aperçu sur le rebord d'une fenêtre des traces de sang. L'incendie en lui-même a été assez vite circonscrit. C'est ce que les pompiers ont découvert quand ils sont arrivés en fait. Qui les a probablement glacés d'effroi. Dans l'appartement, il y avait du sang, beaucoup de sang et 5 corps, 4 adultes et un enfant de 2 ans. Là vivait un couple de trentenaires avec son fils. Lui marocain, elle espagnole. Les parents de celle-ci étaient venus passer quelques jours avec eux. La femme, professeure stagiaire d'espagnol dans un collège, aurait confié à un collègue avoir porté plainte contre son mari pour violence. Les voisins évoquent une famille discrète mais qui rencontrait des difficultés. Moi j'ai entendu il y a 3 ou 4 jours une grosse dispute un soir. Je les ai croisés hier soir. En passant, ils rentraient avec le petit et la poussette. Mais non, très introvertis. Bonjour, au revoir. Les corps des parents de la jeune femme portent des traces de violence. Elle aurait été retrouvée ligotée et bâillonnée dans la baignoire. L'enfant, lui, serait mort asphyxié par les fumées de l'incendie. Le père de famille, auteur probable du drame, s'est ouvert les veines. Soupçonné d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc, le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ils sont également poursuivis pour déclaration incomplète ou mensongère à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin, Patrick Balkany, 69 ans, devrait aussi être jugé pour corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêt. À peine en vacances, on discute déjà du prochain calendrier scolaire des enfants qui sera présenté jeudi devant le Conseil de l'éducation. Les fédérations de parents et les syndicats enseignants sont vent debout. En cause les 11 semaines continues d'école entre les vacances de Pâques et les vacances d'été pour la zone B. Une période de cours trop longue et trop fatigante pour les élèves. Explication Maxime Rousseau, Nicolas Carme et Pauline Buisson. Vacances bien méritées, après une année scolaire intense. Prendre des forces, car l'an prochain, dans cette académie de Marseille, comme dans toute la zone B, après les vacances de printemps ici en gris, les élèves entreront dans un tunnel en rouge. 11 semaines d'école, avant les congés d'été le 6 juillet. Ça m'agace. Déjà à la fin de l'année, ils sont épuisés. Si c'est 11 semaines consécutives, il y aura forcément un problème de concentration. Je trouve ça énorme. 11 semaines sans congé, ça va être... les derniers trimestres, ça va être un peu catastrophique.
Des enfants fatigués, c'est aussi ce que la PEP et la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, dénoncent. Depuis plusieurs années, ces associations s'opposent à la construction du calendrier scolaire et préconisent 7 semaines travaillées puis 2 semaines de vacances. Pour fixer les dates, le ministère de l'Éducation nationale consulte parents, enseignants, professionnels du tourisme et sécurité routière, puis arbitre. Pas dans le bon sens, selon ce syndicat d'enseignants qui déplore le découpage de la France en 3 zones. Les hôteliers veulent garder 3 zones parce que ça permet de remplir les stations de sport d'hiver au maximum. La sécurité routière, on garde des zones, ça évite que tout le monde parte en vacances au même moment. Mais là, on a quand même l'impression qu'on ne met pas forcément les élèves dans de bonnes conditions pour travailler. Jean-Michel Blanquer a déjà dit vouloir ouvrir ce chantier du temps scolaire. Une des pistes évoquées par le ministre de l'Éducation, raccourcir les 15 jours de congé à la Toussaint. Dossier laissé de côté pour l'instant. À la rentrée prochaine, rien ne devrait bouger. Fin des cours le samedi 20 octobre et reprise le lundi 5 novembre. 222 €, c'est le prix en moyenne d'une révision automobile selon une récente étude sur le prix des réparations en France. La conclusion, le budget entretien annuel coûte annuellement bien plus cher que le budget carburant. Et en la matière, les disparités sont nombreuses entre les régions. L'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les 3 plus chers avec des prix jusqu'à 12% au-dessus de la moyenne nationale. Du coup, vous êtes nombreux à aller faire réparer votre voiture pendant vos vacances dans des zones bien moins onéreuses. Et justement, faire sa vidange, changer ses plaquettes de frein ou même changer de courroie de distribution, c'est aussi désormais possible à domicile. Des sites internet se proposent de vous envoyer un mécanicien à la maison. Seule condition, avoir suffisamment d'espace pour que le garagiste puisse bien travailler. Alors comment ça marche et à quel prix? Reportage Adrien Noss et Arnaud Sénégas. Wilfried s'active sur son lieu de travail. Et aujourd'hui, il a du public, car son atelier, c'est le jardin de Solène. C'est ça que vous changez des 2 côtés? Exactement. C'est déjà la 2e fois qu'elle fait appel à ce service. C'est pratique parce qu'il n'y a pas notre véhicule à emmener dans un garage et puis c'est moins cher aussi. Des factures inférieures de 20 à 50% sans se déplacer pour des interventions garanties avec des pièces de marque. De quoi séduire également Richard, graphiste, très peu porté sur la mécanique. De toute façon, moi je connais rien à la voiture, c'est votre boulot. Il a invité Wilfried pour une révision complète, incluant vidange et changement des filtres à huile et à air. Coût total 200 €. Environ 30% d'économie notamment, parce que les mécaniciens n'ont pas de local à payer. Le mécanicien est un mécanicien indépendant, donc il a moins de frais de structure. C'est une chose. Et puis effectivement, sur la pièce détachée, on n'a absolument pas vocation à prendre une marge monstrueuse. Donc du coup, on arrive à proposer des prix de vente extrêmement compétitifs. Des tarifs avantageux, mais également une relation plus directe entre le client et son mécanicien. Ils ont pour certains besoin de conseils sur leur véhicule, besoin d'apprendre certaines choses, de connaître certaines choses. Et on peut leur répondre instantanément en fait. De nombreux sites comme Relax Auto, Best Oil ou encore Hello Garage proposent les mêmes services si vous souhaitez accueillir un mécanicien dans votre jardin. Le groupe pharmaceutique Sanofi a lui-même annoncé qu'il ne pourra pas rouvrir son usine chimique de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Lundi, la production a été suspendue pour non-respect des conformités en matière de rejet toxique. L'usine de Mourinx, qui compte une 50aine de salariés, produit le médicament antiépileptique Dépakine. L'association France Nature Environnement envisage de déposer plainte contre Safoni car le site de Mourinx aurait rejeté des matières dangereuses à des taux 7000 fois supérieurs à la norme autorisée. On prend la direction de Bombay à présent. Là-bas, les autorités sont lancées dans une guerre sans pitié au plastique, sacs, pailles, bouteilles jetables. Une brigade de 225 contrôleurs arpente les rues et traque restaurateurs et commerçants hors la loi. Ils n'ont plus le droit de donner le moindre objet en plastique sous peine d'amende et même de prison. Récit signé Éléonore Vanel et Geoffrey Marin-Joris. Du plastique éventré à chaque coin de rue ou à perte de vue sur les étals de Bombay. Un fléau qui s'accumule sur les trottoirs. Le gouvernement en fait son ennemi public numéro 1. Nous nous engageons solennellement à éliminer d'ici à 2022 tous les plastiques à usage unique dans notre beau pays. 25 des 29 États du pays bannissent totalement ou partiellement le plastique. Mais la mesure est rarement appliquée. Pour accélérer la cadence, petite révolution, c'est commando anti-plastique à Bombay. 200 employés de la ville en uniforme. Ils inspectent les restaurants, les boutiques, traquent le matériau interdit.
On a dû se débarrasser du plastique dans les magasins. On essaye même de l'enlever de nos maisons. Dans tous les cas, ça prendra du temps, mais c'est sûr qu'on y arrivera. Une opération onéreuse pour les commerçants. Les sacs en papier coûtent 4 fois plus cher que le plastique. Pour les récalcitrants, des amendes dissuasives. 5 000 roupies pour la première infraction, 63 €, plus que le salaire moyen, 40 € par mois. Et ce n'est qu'un début. En cas de récidive, l'amende sera doublée et donc fixée à 10 000 roupies. En cas de deuxième récidive, la personne pourra payer jusqu'à 25 000 roupies et être condamnée à 3 mois de prison. Une dizaine de sociétés ont été verbalisées à Bombay, multinationales en tête. Burger King, McDonald's ou encore Starbucks. La guerre écolo est déclarée. Le chef du gouvernement en guise de général, il qualifie le plastique, un dérivé du pétrole, de menace pour l'humanité. Lui mesure presque 5 mètres et pèse pas moins de 600 kilos. En Australie, les gardes forestiers du territoire du Nord traquaient ce crocodile marin depuis 8 ans. L'animal, qui serait âgé de 60 ans, a été retrouvé au fond d'un piège installé dans la rivière près de la ville de Catherine. Très discret, il avait été vu pour la dernière fois en 2010. Il a été conduit dans une ferme spécialisée. Les amateurs de jeux vidéo l'attendaient avec impatience. The Crew 2 arrive. Sa particularité, proposer de grandes courses automobiles à travers tous les États-Unis, mais aussi des défis en avion ou en bateau. Et le saviez-vous, ce blockbuster mondial est fabriqué chez nous, en France, à Lyon. Reportage Eric Hervé et Guillaume Delalande. Les États-Unis comme terrain de jeu, de New York à San Francisco, en passant par le Grand Canyon ou Las Vegas, en voiture, à moto, et désormais en avion, en hélicoptère ou même en bateau. Les 14 millions de joueurs de l'épisode précédent vont pouvoir renouveler leur expérience. Une expérience toujours plus réaliste. Du compteur aux essuie-glaces, chacun des 300 véhicules a demandé jusqu'à 1 an de travail. Des détails qui ne sont pas qu'esthétiques. La météo influe par exemple directement sur le jeu. Et ici, on peut voir quelques exemples. Il va se mettre à pleuvoir, et puis la mer va petit à petit se déchaîner, et puis on va avoir des grosses vagues. Et la même course, la même balade, la même compétition, eh bien, elle aura un contexte radicalement différent. Un blockbuster mondial créé à Villeurbanne, près de Lyon. En 10 ans d'existence, Ivory Tower n'a créé qu'un seul univers, celui des courses automobiles de The Crew, sorti en 2014. Ubisoft rachète alors le studio et finance son expansion. On était 3, on ne travaillait pas dans un garage, mais dans notre salon au début. Et puis on a rapidement grossi, mais on est resté assez longtemps une petite équipe. Un effectif passé à 200 personnes pour ce nouvel épisode et qui pourrait doubler dans les 5 années à venir. Infogrames, Electronic Arts, depuis 30 ans, Lyon est une terre de jeux vidéo. Outre les métiers de gestion, un grand campus proposera dès la rentrée une section sport-études, une première en France, de quoi former les futurs champions du virtuel. Allez, du cinéma à présent avec la sortie demain de L'école est finie, une jolie comédie qui nous entraîne à la campagne où est mutée une prof d'anglais très citadine incarnée par Bérengère Krief. Choc des cultures et dépaysement garanti, Charlotte Palot et Bertrand Nord. Je suis Agathe Langlois et j'appelle pour connaître le lieu de ma titularisation. Reuilly Diderot? C'est sur la ligne 8 ça, non? Comment ça très loin sur la 8? Allez, zou, en Picardie. Prof de la ville jusqu'au bout des ongles, dans L'école est finie, Bérengère Krief vit comme une punition sa mutation. Elle tente alors de s'intégrer et de se rapprocher d'un collègue incarné par Grégory Fitoussi qui lui a choisi de vivre ici. Toi t'es le prof de maths, c'est ça? Ça se voit? Il y a un côté maladroit dans son personnage qui est très touchant parce qu'évidemment qu'elle essaie de se faire accepter par ces gens. Un peu volontaire, mais un peu. Un peu trop volontaire, du coup il y a une maladresse qui est touchante évidemment. Toi t'es parisienne, c'est ça? Ça se voit. C'est cliché contre cliché en fait. Ces clichés, Anne de Pétrigny est allée les chercher dans une chronique d'une prof qui enseigne en 2 mots. Ce livre est l'adaptation du blog de Princesse Soso, une prof d'anglais en milieu rural qui y décrit tout ce qu'elle vit. United States of America. La vache. Mais qui sont ces gens? La campagne des vaches, on a l'impression que c'est gentil, enfin que l'environnement est gentil, et elle s'est retrouvée devant une réalité sociale très très difficile, une réalité sociale assez hardcore en fait. Tu me donnes ton carnet immédiatement. Oui. Wikipédia. Dépasser ses préjugés et rencontrer l'âme sœur, c'est le programme de cette sympathique comédie romantique. Elle est mignonne en fait, la parisienne. Tu l'aimes bien, non? Parce que sinon je me mets dessus. Hein. C'est vrai que sous cet angle, elle est pas mal. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Après la météo en famille, ne ratez pas un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine.
Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain le 12h45 présenté par Karine Dioc. Et je vous retrouve pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.